La démographie par rapport à la naissance. Vous voyez la démographie par rapport à la naissance. Alors, est-ce que vous avez pensé donc pyramide des âges, longévité de vie? Est-ce que vous avez pensé tout ça? Alors, il y a une raison pour laquelle on voit par rapport à la naissance. On n'a pas l'intention d'agir en quoi que ce soit sur la durée de vie. Effectivement, la durée de vie a augmenté la population. C'est-à-dire que si les gens vivaient moins longtemps, et notamment si les enfants mouraient jeunes, la démographie actuelle serait moindre. Mais bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite, nous. On ne veut pas tuer les gens, on ne veut pas qu'ils vivent moins longtemps. Au contraire, on préfère, pour chacun d'entre eux, qu'ils vivent le plus longtemps possible et le mieux possible. Donc il est tout à fait normal que l'on agisse et que l'on insiste principalement sur les naissances, plutôt que sur la suite des événements. Elle nous échappe, et heureusement qu'elle échappe à qui que ce soit, d'ailleurs. Merci. Je crois que vous avez pleinement raison, évidemment, de mettre en relief le péril que constitue la croissance démographique et tout particulièrement cette énorme bombe à retardement que constitue la démographie africaine. Hein, ça, c'est sûr. Maintenant, moi, j'ai envie de dire quand même que pour toutes ces questions de démographie, il faut quand même beaucoup relativiser, nuancer, comparer. Tout de même, ce qu'il faut reconnaître dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des pays qui actuellement perdent des habitants parce que leur évolution démographique est tellement évoluée qu'ils perdent des habitants. C'est le cas de grandes puissances comme la Russie, la plupart des pays de l'Est, c'est le cas du Japon, c'est le cas de l'Allemagne aussi, même si l'immigration compense pour une bonne part. Quant à la France, elle renouvelle tout juste ces générations avec un taux de fécondité entre 2 et 2,1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quand même là un problème parce que des pays qui perdent des habitants, eh ben, ça veut dire une charge très lourde pour la prise en charge des anciens. Ça veut dire difficulté pour payer les retraites. Bon, moi, je ne prends pas parti, mais je pense qu'il y a là un problème qui doit être aussi mis en avant. Qui est peut-être quand même grave aussi. Bien. Alors, voilà. Vous avez cité plusieurs pays, donc je vais essayer de voir pays par pays. Donc, pour la question du Japon, le Japon a une densité 3 fois supérieure à la nôtre. C'est excessif. C'est excessif. De toute façon, si vous allez à Tokyo, c'est infernal. Hein. Bon, moi, c'est impossible d'y vivre hein, pour nous. Bon. Donc, que le Japon décroisse, ben, c'est une très bonne chose. Pour le plan écologique, pour les Japonais eux-mêmes, enfin, sauf ceux qui sont encore, mais il y en a peu qui sont encore expansionnistes. Il faut quand même voir que si le Japon a envahi la Mandchourie, attaqué, voulait prendre toutes les îles du Pacifique, etc., c'est parce qu'à l'époque, le pays était surpeuplé. Hein. Bon, alors maintenant, le Japon est pacifié, c'est un pays tout à fait pacifique, hein, j'espère. Mais donc, que le Japon décroisse, ben, tant mieux. Le Japon, d'ailleurs, est en pointe sur la robotisation. Hein. Ils ont prévu, effectivement, pour s'occuper des personnes âgées, des robots, enfin bon, des 2 semi-robots, etc. Bon. Que ça pose un problème, malgré tout, ce vieillissement de la population, oui. Mais enfin, il y a un moment donné, ça va se stabiliser. Ça ne peut pas vieillir en permanence, hein, sinon tout le monde disparaît. Donc, voilà, on fait confiance au peuple japonais, il s'en sortira. Les Allemands, donc j'en ai parlé, hein, population, donc densité de population double. Bon, ben voilà, ils la compensent, enfin la baisse démographique, ils la compensent par l'immigration. Bon, ben après tout, pourquoi pas. Mais là encore, si vous allez en Allemagne, vous n'avez pas toutes les étendues qu'on a quand on prend le TGV. Hein, c'est fabuleux quand on prend le TGV. Il y a vraiment de la nature en France. Vous êtes en Allemagne, vous avez des villes un peu partout. Ce sont des villes moyennes, ça pour le coup c'est plutôt sympa. Mais le pays est vraiment densément peuplé. Alors le cas de la Russie, bon, moi personnellement, j'ai rien contre que la Russie remonte, et d'ailleurs, nous c'est démographie responsable. Hein. Si la Russie tente de remonter un petit peu sa démographie, moi ça ne me gêne pas. Hein, le pays est vraiment immense. Écologiquement, alors ils sont super bénéficiaires. Hein. Ils ont une forte empreinte écologique, hein, parce que ça brûle pas mal de trucs. Mais en réalité, ils ont tellement de forêts, tellement d'étendues qu'ils ont une biocapacité énorme. Voilà, donc ce n'est pas un problème. De toute façon, c'est très dur de faire réaugmenter une population une fois qu'elle a été instruite. Hein. Je vais aller un petit peu plus loin sur le cas de l'Iran ou de la Chine. Mais voilà, hein, on dit la Chine.
Donc là, il commence à craindre effectivement le vieillissement. Et donc, il déverrouille la politique de l'enfant unique. Oui, mais les couples chinois, ils ont pris l'habitude d'avoir un enfant. Il y en a quelques-uns qui vont sauter sur l'occasion, mais globalement, le pli, il est pris. Hein. On a beaucoup de mal à faire évoluer, à faire remonter. Enfin voilà, j'espère que j'ai un petit peu répondu à votre question. Oui, bonjour. Je pense que vous avez peut-être lu déjà le livre Effondrement, c'est un biologiste américain qui est très intéressant, qui montre des exemples, entre autres la civilisation viking au Groenland, qui a disparu parce qu'elle n'a pas pu s'acclimater à son environnement et parce qu'elle avait on va dire une culture et des tabous et qu'elle s'est accrochée à sa culture qui n'était pas adaptée à son environnement, donc elle a disparu, alors que les Inuits, ils ont su s'adapter à leur environnement et vivaient sur le même territoire. Il y a aussi l'exemple aussi d'une civilisation qui est dans une île du Pacifique, je crois, et qui avait perdu au milieu des eaux du Pacifique nulle part et qui a pu sauvegarder son environnement, elle, mais avec des solutions assez drastiques, hein, puisque avec des infanticides, avec des sacrifices de population qui se sont embarqués volontairement sur des pirogues en sachant qu'elles arriveraient sûrement nulle part. Et donc, c'est pour ça que je suis assez pessimiste quand vous parlez des différentes solutions à apporter. Première chose. Et puis deuxième chose aussi, un point aussi qui m'a un petit peu, on va dire, choqué, oui, dans votre exposé, c'est justement ce que disait la dame au début. Vous avez surtout parlé de la natalité, mais vous n'avez pas parlé de notre tabou à nous, notre civilisation, qui est le prolongement de la vie des anciens. Alors je ne sais pas si c'est parce que dans cette salle, on est une majorité de têtes grises, hein, mais aujourd'hui, on a des gens qui vivent jusqu'à 80, 90 ans. La pharmacie développe des moyens énormes pour développer des médicaments pour allonger la durée de vie parce que ces gens-là sont solvables. D'accord. Et là, on n'en dit rien. Et moi, je trouve ça assez choquant, justement, comme dans une société avec un tabou du vieux. Excusez-moi, je me mets dedans. Hein, je me mets dedans. Bon, à la limite, avec l'âge que j'ai, je trouve que ça serait raisonnable que ma durée de vie supplémentaire soit l'ordre d'une dizaine d'années. J'ai une cinquantaine d'années, 60 ans, 70 ans, je trouve que c'est largement suffisant pour une vie d'homme, et laisser la place à des populations plus jeunes. C'est sûr que ça va choquer certains, parce qu'il y a certains qui approchent de cet âge-là, et ça fait peur. Et même moi, ça me peut faire peur. Mais je pense qu'on ne peut pas écarter ce phénomène-là du mythe on va dire, de la vie infinie que transporte notre mythologie, pas seulement occidentale, parce que je dirais qu'il y a une mythologie humaine. Hein. Pour dire aussi, c'est que quand vous dites, on va faire baisser la fécondité par l'éducation, ok, pas de problème, mais je pense qu'on va se heurter à des tabous, comme dans l'histoire on s'est heurté à des tabous, comme nous dans notre société nous heurtons à des tabous, celui justement de la vie infinie. Deuxièmement, pour permettre l'éducation, il faut du développement, je suis d'accord avec vous, mais le développement, comme vous l'avez bien souligné, ça s'accompagne de surconsommation ou bien un modèle économique qui est très énergivore, qui entame beaucoup sur l'environnement. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Sur le point où je suis vraiment d'accord avec vous, c'est toute la politique fiscale ou des retraites, etc., dans nos sociétés qui poussent à faire beaucoup plus d'enfants et qui poussent aussi à avoir plein d'avantages qui n'ont pas lieu d'être. Bon, alors ça fait beaucoup de questions. Sur le livre de Jared Diamond, oui, on l'a lu aussi, on partage beaucoup de ses analyses. Je profite d'ailleurs de ça pour dire que malheureusement, en ce moment, beaucoup de gens, en effet, pensent qu'il y a des possibilités d'effondrement global. Pendant longtemps dans l'histoire, les possibilités d'effondrement global ont relevé de la science-fiction. Et depuis quelques années, vous avez un certain nombre de penseurs. Je pense à Frank Fener en Australie, je pense à Jared Diamond, je pense en France à Hugues Stockel, Dominique Bourg aussi d'ailleurs, qui nous disent que ce n'est pas totalement exclu. C'est pas totalement exclu qu'au cours de ce 21e siècle, on ait un effondrement global. Alors maintenant, en ce qui concerne le problème des personnes âgées que vous évoquiez, là vous évoquez une question morale. Hein. Alors là, chacun sa philosophie.
On ne veut surtout pas influer sur votre philosophie morale, parce que c'est une autre chose. Je peux vous dire une chose. Compte tenu de la difficulté à évoquer le sujet pour simplement faire baisser la fécondité, si maintenant je me mettais à dire, excusez-moi, mais je vais aller plus direct, ben, il faut laisser mourir les vieux, alors non, ça ferait pour ce que je prends déjà pour dire faisons un petit peu moins d'enfants, je n'ose imaginer ce que je prendrais si je disais laissons les vieux mourir. Je n'ai pas envie de mourir en plus. Donc, non, c'est une autre question. Puis alors, surtout, l'âge médian sur la planète est de 28,4 ans. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des gens au-dessus, la moitié des gens en dessous. La partie des gens que vous allez laisser mourir, si j'ose dire, ça porterait sur très peu. Ce sont des gens qui ne se reproduisent plus de toute façon, qui portent sur très peu. Ça ne jouerait absolument pas, ça jouerait un peu sur les pays développés en ce moment, quasiment pas sur les pays en voie de développement. Puis de toute façon, pour une question morale, là je laisse chacun, c'est comme sur les questions religieuses, je laisse chacun sa philosophie. Moi je ne suis pas tout à fait de votre avis, mais je comprends votre avis aussi, mais je laisse chacun sa philosophie. Un petit mot aussi, vous avez parlé tout à l'heure du livre de Jared Diamond. Alors pour l'ensemble des arguments qui sont évoqués sur ce sujet, moi je vous invite aussi à consulter, voire à acheter même, ce livre qu'on nous sommes plusieurs de la même mouvance, je dirais, à avoir écrit. C'est un livre qui s'appelle « Moins nombreux, plus heureux », qui a été préfacé par Yves Cochet, qui est un ancien ministre de l'Environnement et quand même un des leaders de l'écologie en France, et qui donne, soit par une approche sociétale, soit par une approche scientifique, par exemple avec Alain Gras, soit par une approche juridique, parfois un petit peu militante, tous les arguments pour dire peut-être que l'humanisme est du côté d'une démographie un peu plus raisonnable, un peu plus modeste, un peu plus prudente, responsable, comme on le dit. Oui, Oui, okay. C'est un petit peu anachronique ma proposition, mais voilà, je ne voulais pas d'enfants et finalement j'ai fait 3 enfants. Donc je les ai faits, je les aime, enfin bon voilà, je les ai élevés évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que là, c'est une assemblée où on parle beaucoup technique, vous êtes 2 orateurs masculins. Voilà, moi j'aimerais entendre un petit peu ce qui peut sortir des bouches des femmes, peut-être dans cette assemblée, de celles qui en ont eu, de celles qui en veulent. Parce que, non, mais je veux dire, je ne veux pas vous taxer de machiste ou quoi que ce soit, mais non. Voilà, ça c'est une vraie question qui se pose à moi, quoi. Voilà, bon. L'appel est lancé, hein, s'il y a des femmes, elles s'expriment. Mais sachez qu'a priori, alors, dans notre association, il y a moitié d'hommes, moitié de femmes. Et à ma connaissance, dans les discussions et les réflexions qu'on a, leur analyse n'est pas différente. Hein. Oui. Non, mais simplement, donc, notre association Démographie Responsable, il y a environ 130 adhérents. Bon, statistiquement, c'est difficile de trouver. Le jour où il y aura beaucoup plus d'adhérents, je pense qu'il y aura des adhérentes qui voudront s'exprimer. Je pense que l'an prochain, si vous revenez, on aura une adhérente et une oratrice féminine. Hein. Donc voilà, si ça peut vous rassurer. Après, ouais, il faut connaître le sujet, s'y intéresser, avoir envie de parler. On ne peut pas forcer nos adhérentes féminines. On dirait venez parce que sous prétexte que c'est des femmes. Si vous voulez, la politique actuelle parce que je vois, on nous l'oppose assez souvent quand on doit intervenir. Ah, mais il faut la parité, il faut la parité. Oui, ça devient... on a l'impression qu'on ne peut plus s'exprimer, oui. Et surtout, si on était très nombreux, je pense qu'il y aurait effectivement sur le lot forcément des femmes qui auraient envie de le faire. Mais sur une petite structure, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Non, mais je n'avais pas pour très longtemps. Oui, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez exprimé le souhait, si je ne m'abuse, que l'ONU fasse de la démographie, de la question démographique, une question centrale. Voilà. Je pense aussi qu'il serait absolument indispensable, car dans notre Constitution, de manière à l'inscrire dans le marbre constitutionnel, nous avons un outil qui s'appelle la Charte de l'environnement, qui depuis 2004 est inscrite dans la Constitution, est un document, je dirais, constitutionnel à part entière. Et c'est à ce titre, moi je souhaite effectivement que l'on exige qu'un certain nombre de dispositions soient inscrites dans ce marbre constitutionnel. Alors je pense bien évidemment au fait de souligner
que nous sommes en train de changer d'air, puisque nous passons, l'Holocène, pardon, c'est terminé, puisque nous sommes passés, pardon, c'est pas nous allons passer, mais nous sommes passés dans cette ère nouvelle qu'est l'Anthropocène, que l'on y inscrive également l'interdiction de breveter le vidard, mais aussi qu'on y inscrive, et ça c'est tout à fait possible, c'est d'ailleurs le sens de mon prochain ouvrage, enfin, que je vous communiquerai quand il sera publié, que l'on y inscrive effectivement, et que l'on inscrive aussi l'interdiction, je dis bien, et là c'est assez sévère, l'interdiction de faire des politiques natalistes, c'est-à-dire de faire la promotion des politiques natalistes. Cela me paraît fondamental, car à partir du moment où c'est inscrit dans le marbre constitutionnel, la loi et le comportement changent de facto. Bon. Oui, c'est une réflexion à avoir, effectivement. Alors, très honnêtement, aujourd'hui, à Démographie Responsable, et compte tenu de l'ambiance générale nataliste qui imprime tous les mouvements, on n'en est pas encore là. Mais par contre, effectivement, c'est une réflexion intéressante parce que c'est la suite logique de l'inscription et de la charte de l'environnement. C'est la suite logique. Et j'en profite pour réinsister sur une chose que j'ai dite peut-être rapidement tout à l'heure. Plus nous attendrons pour prendre des mesures douces et incitatives aujourd'hui, plus nous aurons demain le risque d'avoir un certain nombre de régimes qui prennent des mesures très dures et qui vous diront c'est un enfant, point, voire c'est 0. Donc ce que vous proposez, effectivement, d'une version plus ou moins dure, ce sera probablement une nécessité. Faisons-le doucement aujourd'hui, en effet, c'est une réflexion à avoir, et peut-être que demain nous irons mieux. Oui, alors je voulais justement parler par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure au sujet des personnes âgées. Moi, je pense qu'effectivement, il faudrait, dans notre société, redéfinir la place de l'ancien dans la société. Parce que je trouve que les anciens sont complètement exclus de la société. Et du coup, ils sont un petit peu une charge, mais parce qu'on les a exclus. Alors que si on leur redonnait un rôle dans la société, ils pourraient redevenir actifs et contribuer à le fonctionnement de la société. Oui. Et ça, je le vois, bon, j'ai vu mes grands-parents littéralement pourrir dans des maisons de retraite, parce que pour moi, les maisons de retraite, c'est des camps de concentration à vieux. Et justement, il faudrait cesser ces maisons de retraite et qui puissent jouer un rôle notamment dans l'éducation, parce que les enfants, ils aiment bien les personnes âgées. Oui. Il y a un très bon contact qui peut se créer entre les enfants et les personnes âgées, beaucoup mieux qu'avec les adultes moyens. Oui, pardon, je réponds ou... Non, continuez. Oui. Et je pense que, notamment, la façon d'orienter la médecine. Aujourd'hui, on cherche à agir sur un paramètre, c'est l'espérance de vie. On fait des progrès pour augmenter l'espérance de vie, mais dans quelles conditions? Au lieu d'essayer de lutter contre les causes mêmes de la sénilité, alors qu'il y a des découvertes qui sont faites dans ce sens-là. Et j'ai l'impression que dans la maison de retraite, on cherche à maintenir les personnes en état, on va dire, de spectre pour soutirer de l'argent aux familles. Au lieu d'essayer de faire des traitements préventifs, plutôt dans la vie de la personne, pour éviter justement qu'elle devienne sénile et qu'elle continue à vivre. Moi, je sais que pour ma part, je préférais mourir à 60 ans, même d'une mort violente, plutôt que de finir en maison de retraite. Alors, la question que vous posez, elle est plus générale. Le monsieur qui posera une question tout à l'heure est médecin, il vous en dira peut-être un mot. Il y a deux phénomènes qui influent sur ce que vous venez de dire. C'est que d'une part, des personnes âgées, il y en a beaucoup qui viennent très vieux. Dans les siècles précédents, quand on commençait à aller mal, on mourait très vite, ce qui fait que la période de dépendance était très courte. Il y avait quelques vieux, mais des vieux en mauvaise santé, il n'y en avait pas, parce que quand vous commenciez à vous déshydrater, à ne plus pouvoir manger, à ne plus pouvoir marcher, la période de dégradation qui vous menait à la mort, comme c'est le cas pour les animaux, est extrêmement rapide. Un tigre, l'avant-veille de sa mort, il chasse encore. Puis 2 jours après, il meurt. Et on était plus proche de ça avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne le rôle de personnes âgées, c'est autre chose, c'est une évolution générale de la société. Dans les siècles passés, les gens mouraient et naissaient dans une société qui se ressemblait beaucoup.
Les gens qui sont vieux aujourd'hui sont nés dans une autre société et ils n'ont pas les compétences. Mettez une personne de 90 ans qui n'y a jamais été familiarisée devant Internet, beaucoup, et devant toutes les obligations de la société moderne, ils sont perdus parce que c'est plus leur monde. Et ça, alors évidemment, c'est un problème beaucoup plus général sur lequel il est extrêmement difficile d'agir. Alors en ce qui concerne votre philosophie, mourir à 60 ans, chacun son point de vue. Bon, moi, je ne suis pas trop pour, mais là-dessus, je vous laisse. Voilà. Oui. Donnez le micro. Alors, moi, j'ai une question. Enfin, en fait, c'est une grosse question. Parce qu'à chaque fois, on dit dans les pays où il y a de l'éducation supérieure, il y a moins de natalité. Mais moi, ce que je vois, c'est que le résultat des éducations supérieures détruit cette planète. Alors, donc, détruisent, pardon, j'ai pas compris. La plupart des diplômés, au final, ils détruisent la planète. S'il y a moins d'écosystèmes, moins de... En fait, c'est des... Donc, c'est se mordre la queue, quoi. Éducation supérieure, c'est détruire la... Enfin, et moi, j'ai une question, parce que les gens qui ont fait des études supérieures, ils font aussi beaucoup d'enfants. Alors, dans un pays où il y a beaucoup d'éducation supérieure, c'est quand même pas que ceux qui ont fait des études supérieures qui font moins d'enfants, je sais pas. Parce que tout le monde en France ne fait pas d'éducation supérieure et il y a quand même un niveau de natalité important. Est-ce qu'il y a des liens? Enfin, voilà, moi, Oui, alors, pour revenir, moi j'ai très peu cité l'éducation supérieure. Hein. J'ai parlé du primaire et du secondaire. Primaire et secondaire, déjà. Bon, maintenant, l'éducation supérieure, tant mieux. Hein. Moi, je préfère que les gens soient de plus en plus instruits et des diplômes et des professions qui les intéressent. Le fait de dire que les surdiplômés ont beaucoup d'enfants, là, moi, j'ai pas de statistiques dans ce sens. Si vous en avez, volontiers, mais moi, j'en ai pas. Bon. Bon. Attendez, on en redira un mot tout à l'heure, mais il y a un monsieur qui veut poser une question depuis longtemps, donc on lui donne la parole. Je voudrais répondre à 2 points précis. Alors, je vous réponds d'une part en tant que responsable politique, en tant que vieux, 90 ans, 12 ans, 82 ans, et en tant que médecin. Premier cas, pour ce qui est de l'EMS, n'est-ce pas? Je me suis adressé personnellement à l'EMS lors des présidentielles, il y a 3 présidentielles, à plusieurs reprises, concernant effectivement les problèmes démographiques. Nous n'avons jamais eu la moindre réponse. L'OMS, c'est un repère de pro-pharmaciens, tout ce que vous voulez, et de tous des religieux complètement, je dirais, natalistes. Il n'y a rien à espérer de ce côté-là. En tant que médecin, ce que je peux vous dire, n'est-ce pas, la situation, comme disait Sartre, la morale, c'est trou de balle et la science, c'est pot de balle, ce n'est pas une question de morale. Nous avons une situation en France où la médecine, n'est-ce pas, vous permet un certain nombre de prouesses. Cela est valable pour papa, maman, tout ce que vous voulez, là, toutes les techniques. Faire le point d'achoppement de tout cela, c'est quoi? C'est le coût économique. Nous sommes dans une situation où, grâce aux énergies fossiles, nous avons beaucoup d'esclaves mécaniques. Cela ne durera pas. Et nous allons nécessairement vers une situation qui était celle qui était antérieure. On n'aura pas besoin de secouer le cocotier. Il sera impossible, d'abord, de généraliser notre médecine. Parce que si je fais le bilan, par exemple, moi, des examens que j'ai subis l'année passée, hein, il est bien évident que si j'extrapole à 7 milliards d'habitants, c'est totalement illusoire, c'est faux. Donc tous ces problèmes, soi-disant de morale, ne tiennent pas devant la réalité objective, qui est effectivement celle de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les énergies dont on disposera demain. Ça veut dire qu'on sera peut-être moins d'1 milliard, ou on ne sera plus du tout, parce qu'au rythme actuel des choses, où l'on va, n'est-ce pas, on a toutes les chances de transformer la planète en Vénus terrestre. Il n'y a pas beaucoup de dames qui ont parlé. Alors, une dame après. Alors moi, je me pose la question, à savoir si les choses ne changent pas, ne risque-t-on pas des invasions? Oui. Des mouvements migratoires, il y en a déjà en pratique. Hein. Des mouvements migratoires, il y en a déjà.
Ils posent même un certain nombre de problèmes. Oui, oui, oui. Mais ça les favorise de toute évidence, oui. La réponse est oui. Et le monsieur là-bas qui voulait intervenir aussi. Oui, alors merci de me donner la parole. Donc déjà, je voulais vous remercier pour votre intervention, parce que j'ai enfin trouvé un discours cohérent. Depuis longtemps, je cherche à adhérer à un mouvement écologiste et j'ai rarement entendu le discours que je voulais entendre. Et j'ai adhéré à votre association et j'en suis convaincu maintenant de mon choix, parce que enfin un discours écologiste cohérent et responsable, puisque vous vous appelez démographie responsable. Donc, bon, voilà, c'est la petite parenthèse. Pour répondre à cette dame par rapport aux études supérieures, je ne sais plus quelle était cette personne, je tenais à lui dire que moi je fais partie de ces gens qui ont fait des études supérieures et qui, justement parce que j'ai fait des études supérieures, je comprends, je sais lire une courbe exponentielle, et c'est pour ça que malheureusement, je dis ça par rapport à ma compagne qui aurait aimé avoir 2 enfants, j'ai fait le choix d'en faire qu'un. Donc c'est dommage, mais quand je vois l'évolution de notre société, quand je vois ces courbes exponentielles qui font très peur, je ne vois pas comment. Déjà, je suis très inquiet pour ma fille. Je ne sais pas dans quel monde elle va vivre. Donc j'ai dit à ma compagne, non, un deuxième, c'est pas raisonnable. Par rapport à ces problèmes d'études, moi je suis enseignant, je suis confronté justement à des familles qui n'ont pas fait d'études et qui font le choix de faire beaucoup d'enfants. Et souvent je leur pose la question, mais pourquoi avez-vous fait autant d'enfants? Alors évidemment, c'est ce que nous vend notre société, hein, faire des enfants, c'est le bonheur, effectivement. Moi je suis très heureux avec ma fille, mais derrière, ils viennent se plaindre parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Ils voient toutes les contraintes, et moi aussi je vois toutes les dérives éducatives au niveau de ces familles qui n'arrivent pas à éduquer correctement leurs enfants. Donc je pense que l'éducation et l'éducation supérieure est très importante, et je pense même, et là je suis en train de militer au sein de l'éducation nationale pour qu'il y ait des démarches d'aide éducative auprès des familles pour que les enfants grandissent correctement et que justement on leur apprenne que vivre, ce n'est pas que consommer, c'est aussi réfléchir à l'avenir et à notre environnement. Voilà.